Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure de débat autour de l'actualité de la semaine. Et on va commencer, Michel, par se serrer la ceinture. C'est en tout cas ce que propose le Premier ministre François Bayrou aux Français qui devront tous faire des efforts, a-t-il dit, pour arriver à trouver des économies pour le budget 2025 avec le grand retour de la TVA sociale. On verra ce que vous en pensez. La loi sur la fin de vie a été votée largement par l'Assemblée nationale. La partie sur les soins palliatifs à l'unanimité, la partie sur l'euthanasie avec une majorité claire. De la part des députés, globalement la droite et le RN ont voté contre, quand le bloc central était divisé et la gauche a voté pour. On verra quels sont les points les plus problématiques de cette loi, notamment concernant le délit d'entrave pour quiconque tenterait de dissuader un malade d'avoir recours à l'aide à mourir. Cela pose aussi des questions de fond pour notre société que l'on évoquera avec vous, mon cher Michel. L'engrenage de la guerre en Ukraine va-t-il nous entraîner encore plus loin? Le nouveau chancelier allemand Merz semble vouloir peser sur la scène européenne. Il affirme que l'Ukraine peut utiliser des missiles allemands longue portée pour aller frapper directement le sol russe, ce qui est une ligne rouge bien entendu pour Moscou. Et il souhaite surtout que l'armée allemande, la Bundeswehr, redevienne la première armée européenne. Enfin, on s'intéressera au sabotage de 2 lignes électriques à haute tension la semaine dernière qui ont impacté la région PACA et notamment Cannes. Des actions revendiquées par un groupe dit anarchiste qui visait aussi d'autres structures, notamment des usines Thales. Il y a aussi les députés, Michel, qui ont voté en commission la suppression des ZFE, les zones à faible émission qui limitent la circulation de certains véhicules anciens ou diesel dans les centres-villes. Ça a fait la joie de l'écrivain Alexandre Jardin qui avait pris la tête de ceux qu'il appelait les gueux. On verra ce que ce mot recouvre. Enfin, 20 ans après, qu'est devenue la France du non, celle du référendum de 2005? La vie politique française est toujours marquée par ce renoncement qui a vu l'État s'asseoir sur le non du peuple, sur le vote du peuple, sur la Constitution européenne. Voilà pour les grandes lignes de nos débats, Michel, ça vous va? Ça me va. Le programme, c'est parti. On commence évidemment par le pouvoir d'achat des Français, qui risque d'être un peu grignoté encore, puisque le gouvernement, on le sait, cherche 40 milliards d'économies dans le prochain budget pour réduire la facture. François Bayrou ne ferme pas la porte à la TVA sociale. Il nous dit que tout le monde devra faire des efforts. Je vais vous passer la parole dans un instant, mais j'aimerais juste écouter les Français. À la fois, ils en ont assez qu'on les prenne pour des vaches à lait, et ils sont conscients qu'il va falloir faire des efforts. Alors peut-être aussi au niveau de l'État. Moi, je pense qu'on peut faire un effort sur le remboursement des médicaments, par exemple. Voilà. Parce qu'on est même tous les deux en affection longue durée. On consomme beaucoup de médocs. Et je veux dire, il y a des médocs sur lesquels on peut très bien faire un effort, c'est-à-dire de payer plein pot. L'impôt, ça va, on en a jusque-là, des impôts. Réduire des remboursements, surtout pas augmenter les impôts, parce qu'on est un pays où il y a beaucoup d'impôts. Je pense que le gouvernement devrait faire des efforts, eux, de leur côté, par rapport à leurs dépenses excessives et qu'on peut voir tous les jours. Je pense déjà réduire les budgets qui sont attribués pour les guerres. Ça permettra déjà de remplir un peu plus les caisses. Bon, voilà, il y a des Français qui ont des idées, qui ont du bon sens, qui disent oui, il faudra peut-être faire des efforts. Mais c'est systématique en fait. Le budget est déficitaire et on demande toujours aux mêmes de faire des efforts, Michel Onfray. Ben oui, c'est la même politique depuis 1983. C'est-à-dire depuis que Mitterrand a renoncé à gouverner à gauche et qu'il a dit l'Europe est l'avenir de la France. Et depuis que nous avons perdu notre souveraineté. Nous avons parlé tout à l'heure du traité européen, mais on pourrait parler du traité de Maastricht. Et plutôt que de savoir s'il faut payer son aspirine ou pas son aspirine, d'autant que monsieur qui est en affection longue durée, il paye 0 centime. Donc c'est facile de dire on pourrait, on devrait, s'il n'y a pas grand-chose à payer. Mais s'il y a des chimiothérapies, s'il y a des molécules extrêmement coûteuses, on n'est pas tenu d'être riche pour avoir droit à la santé. Donc je pense que la configuration européiste fait que nous sommes un pays contributeur. Nous donnons beaucoup plus d'argent à l'Europe que nous n'en recevons. On pourrait commencer par ça, c'est-à-dire sortir de l'Europe, comme dit notre ami Philippe de Villiers. On pourrait commencer par arrêter de faire de telle sorte que, les frontières ayant disparu, la France, ce soit tous ceux qui ont envie d'être français et qui traversent la Méditerranée, qui arrivent et qui disent maintenant je suis ici chez moi et j'ai droit à exactement la même chose que quelqu'un qui aura travaillé et cotisé pendant 40 ou 50 ans. Oui, mais c'est à égalité. Sauf que la caisse, on peut la vider assez rapidement comme ça. Il y a un certain nombre de pratiques médicales qui sont autorisées à certains, qui peuvent traverser la Méditerranée en disant j'y ai droit, et d'autres qui, eux, auront cotisé des petits artisans, des petits commerçants, des paysans, des agriculteurs ou des gens avec des salaires modestes, y compris le nombre de fonctionnaires,
à qui on dit « Ah ben non, on ne peut plus vous rembourser, il va falloir prendre en charge vous-même, vos lunettes, vos prothèses auditives, vos prothèses dentaires, et puis de toute façon, vous aurez une bouche en mauvais état, même quand elle sera soignée, parce que vous n'aurez pas les moyens de vous payer des soins qui seraient dignes de ce nom. » Après, on pourrait aussi imaginer qu'il y en a peut-être assez d'aller aider des pays qui n'ont pas besoin d'être aidés, puisque de toute façon, ils nous écrasent. On s'en va aider l'Algérie, on s'en va aider la Chine, on rêve. On rêve. Quand on regarde les budgets, tous ces budgets qui sont offerts à des gens qui sont des passeurs de migrants, par exemple, on dit c'est de l'argent ici. Donc tout le monde dit toujours oui, mais c'est pas avec ceci que vous, etc. Oui, d'accord, mais enfin ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc. Après, on peut aussi considérer, nous allons en parler, vous avez lancé le sujet des guerres. Est-ce que nous avons les moyens de lancer des guerres pour l'impérialisme européiste et européen? Est-ce que nous avons intérêt? Est-ce que vraiment c'est notre problème à nous, l'Ukraine? Alors oui, évidemment, si vous êtes obligé de dire que Poutine nous menace, ça devient notre problème. Mais il nous menace parce que nous le menaçons. Bon. Donc, on le fera dans un instant. Oui, Michel. oui, non, mais c'est une politique, parce que quand on voit Bayrou dire il va falloir que tout le monde fasse des efforts, ben, lui fait partie du problème, il ne fait pas partie de la solution. Ça fait 50 ans qu'il fait de la politique. Ça fait 50 ans qu'il est maastrichtien. Et ça fait 50 ans que les maastrichtiens de droite et de gauche sont tous des gens qui nous disent la France, c'est secondaire, etc. Jean-Pierre Chevènement m'a dit un jour que Mitterrand lui avait dit que la France ne pouvait plus maintenant que passer entre les gouttes. Tous ceux qui pensent que la France ne peut plus que passer entre les gouttes ont fait qu'elle est trempée vraiment complètement et qu'on ne peut plus s'en sortir autrement qu'avec un changement de logiciel qui consisterait à dire la France, ça existe, retour à la France, retour aux frontières, retour à une politique souverainiste qui nous permettrait de décider de notre propre budget, plutôt que de redemander aux gens de faire des efforts. C'est obscène de dire des choses pareilles. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas et qui travaillent, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer. Il y a des gens qui sautent un repas par jour. Il y a des étudiants, des étudiantes qui eux aussi font des efforts sur la nourriture. On va demander à nouveau. Je rappelle que Macron, en son temps de splendeur, avait demandé 5 € à des étudiants. Et que la France insoumise, bien inspirée à cette époque-là, avait montré ce qu'on pouvait acheter avec 5 €. Évidemment, c'était des pâtes, c'était du riz, c'était des choses qui étaient volumineuses pour les images. Mais ils avaient raison sur le principe. Non, tout le monde ne doit pas payer. Que commencent à payer ceux qui sont à l'origine de la dette? Et c'est justement ce que disent les Français à chaque fois qu'on leur pose la question. Dans un sondage CSA pour CNews Europe 1, 92% disent oui, l'État français doit diminuer son train de vie. Ils disent aussi que 59% qu'il faut diminuer les aides sociales. Parce qu'en réalité, ils se disent il n'y a que nous qui serrons la ceinture. L'État, ça continue la gabegie, ça continue l'argent qui part dans tous les sens. Oui, il ne faut pas limiter les aides sociales, il faut limiter les aides sociales quand elles sont réservées à des gens qui ne sont pas français, qui n'ont pas cotisé, etc., etc. Il y a une règle du jeu. Et c'est une règle du jeu planétaire. C'est comme ça partout sur la planète. Quand on dit que Trump est un fasciste parce qu'il dit les Américains d'abord, mais il a raison, un chef d'État, il est payé pour ça. Il n'est pas payé pour dire les étrangers d'abord. Si vous dites aujourd'hui, désolé, mais la caisse, elle est limitée. Si elle était immense, on pourrait. Si on avait les fortunes de l'Arabie Saoudite, donner de l'argent, distribuer en quantité, on n'a pas d'argent en quantité. On est extrêmement endetté et puis on a effectivement un train de vie de l'État qui est assez considérable aussi. Tous ces gens qui font partie d'un contre-pouvoir, contre le peuple, si vous voulez. Ça va de l'Arcom à un certain nombre d'individus qui sont payés très cher pour dire au peuple, vous avez tort de voter ça, vous avez voté ça, mais finalement, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu voter. Vous avez tort de regarder ça? Pardon? Vous avez tort de regarder telle ou telle chaîne? Oui, par exemple. Oui, bien sûr. Ils sont payés, tous ces gens-là, avec de l'argent public, je présume, c'est pas de l'argent privé. Donc, il y a vraiment des économies qu'on pourrait faire. Tous les gens qui nous expliquent que il faut pas juger comme ça, qu'on doit pouvoir casser un jugement, qu'on doit pouvoir être du côté des tueurs plutôt que des victimes, enfin des bureaux plutôt que des victimes. Il y a vraiment des économies à faire. Mais comme évidemment, on ne veut pas toucher à l'essentiel du système, eh bien on touche toujours aux Français en disant il va falloir que tout le monde fasse un effort. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord et je crois que nos téléspectateurs et auditeurs aussi, mon cher Michel. On va aborder maintenant la loi fin de vie qui a été assemblée à l'Assemblée nationale cette semaine en première lecture. Le texte va faire des navettes entre le Sénat, retour à l'Assemblée nationale, c'est évidemment le système législatif français. Et on va écouter les pour et les contre parce que c'est important d'avoir un débat contradictoire. On va d'abord écouter Olivier Falorni, qui est le rapporteur du projet, qui a porté ce projet depuis longtemps, qui a salué la qualité des débats. Et ça, c'est indéniable. Ça s'est passé dans une ambiance à peu près sereine à l'Assemblée nationale, alors qu'on avait été habitué à des scènes plutôt de bruit et de fureur. Écoutez Olivier Falorni et on écoutera ensuite ceux qui sont contre le texte. Il y a la réponse principale que sont les soins palliatifs. Et puis, il y a aussi cet ultime recours que constitue l'aide à mourir. Alors, je comprends les réticences qui peuvent être d'ordre philosophique, spirituel, religieux, et elles ont toute leur légitimité.
En revanche, ce que je perçois, c'est que la qualité du débat que nous avons eu, dans un cadre apaisé, et qui tranche avec ce que nous vivons depuis la dissolution ici dans cette enceinte, eh bien je crois que ça a permis à chaque parlementaire de s'approprier définitivement la question et de se forger un jugement. Olivier Falorni, qui était évidemment le rapporteur de ce texte. On va juste écouter Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, qui lui était opposé. Comme ça, on aura un pour, un contre. Et on ouvre le débat avec vous, Michel. Je faisais partie de ces députés qui attendaient pour voir et qui n'avaient pas d'idées préconçues, qui comprenaient qu'on veuille accompagner des Français souffrants, malades, dans leurs derniers instants. En revanche, la loi qui nous est proposée, c'est la porte ouverte à tous les abus, un consentement simplement oral et pas écrit, quand on a une maladie incurable, mais il y a des maladies incurables qui parfois durent 20 ans, et donc il n'y a même pas cette notion de temps et de durée. Bref, on craint de pouvoir devenir ce que la Belgique ou les Pays-Bas sont devenus, où aujourd'hui des gens dépressifs demandent la mort, ou des autistes demandent la mort, où il y a des regrets de certaines familles qui voient disparaître des proches et qui finalement se disent on aurait pu faire autrement. Voilà pour celui qui est contre le texte, Laurent Jacobelli du RN. Michel Onfray, on en avait parlé déjà à plusieurs reprises. Est-ce que vous vous êtes fait une idée sur le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale ? La France est un pays de guerre civile, et c'est comme ça surtout, tout le temps. Vraiment, dès qu'il y a une petite histoire, je ne parle pas de ça, c'est une grosse histoire, hein. Mais dès qu'il y a une petite histoire, il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas, la gauche et la droite, enfin, depuis la Saint-Barthélemy, on n'arrête pas. Et jusqu'à aujourd'hui, les fascistes ou les antifascistes, ou ce genre de choses, en passant par la Révolution française, en passant par Vichy, Pétain, le général de Gaulle, etc. etc. Et moi, je suis pour la France. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire on va prendre la moitié d'un programme et puis estimer qu'on a raison et que les autres ont tort. Les autres sont des nazis, les autres envoient n'importe qui à la chambre à gaz, c'est le Troisième Reich. Je pense qu'on doit pouvoir éclairer les consentements. Éclairer les consentements, et pas seulement quand on est malade, mourant, je ne sais quoi, ou pas quand vous arrivez à l'hôpital et on vous fait signer une feuille en disant, je dis, mais attendez, là, je suis juste avant d'entrer au blog, vous me faites signer une page entière, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dans... Non, mais qu'on puisse expliquer vraiment ce qu'il y a derrière cette affaire. Est-ce que vraiment l'euthanasie, ça doit empêcher les soins palliatifs ? Est-ce que les soins palliatifs, ça doit vraiment empêcher ? Non, ça doit marcher ensemble, ça doit fonctionner ensemble. On n'a pas à insulter les gens en disant, si vous êtes de ce bord-là, c'est que vous êtes des nazis. Si vous êtes de ce côté-là, c'est que vous avez oublié que la vie ne vous appartient pas, qu'elle appartient à Dieu. Maintenant, les gens ne pourront plus se suicider s'ils le veulent librement. N'importe qui peut se suicider quand il le veut librement, hélas. Hein. Il n'y a pas beaucoup de lutte contre le suicide non plus sur ce terrain-là. Donc je trouve qu'on n'a pas... C'est pas bien de faire de la politique politicienne avec cette aventure. Je pense que le plus dangereux, vous l'avez dit dans votre lancement, c'est la criminalisation de ceux qui inciteraient à réfléchir. Ça s'appelle le délit d'entrave. Le délit d'entrave. Voté, qui condamne de 2 ans de prison, 30 000 € d'amende, ceux qui tenteraient d'inciter quelqu'un à ne pas avoir recours à l'aide à mourir. Et ce que j'ai vu, et grâce à vous, et je vous redis que je vous rends hommage, parce que après l'émission, à un moment donné, vous avez dit, il faut regarder quand même ce qui est proposé comme type d'amendement. Pas seulement dans le texte, mais les amendements. Dans les amendements. Et il y avait dans les amendements, du côté de la gauche radicale, mais bien souvent, comme toujours, suivi par la gauche qui n'est pas radicale, une tentation eugéniste. Mais il y avait une tentative aussi, cette façon de faire avancer en disant, il y a un moment donné où les individus, ça compte pour rien. Tous ces gens qui pensent que le social, la communauté compte pour tout, estiment que les individus, ça compte pour rien. Et qu'à un moment donné, on doit pouvoir s'en débarrasser. Et je trouve ça assez dangereux. De la même manière que j'ai écrit un livre sur l'islamo-gauchisme pour montrer qu'il y avait une vieille tradition de gauche antisémite, et il y a une vieille tradition de la gauche eugéniste aussi. Je rappelle, sans être polémique, je pose juste la question, et j'aimerais qu'on me permette de la résoudre, pourquoi les nazis nationaux socialistes étaient des socialistes, nationaux mais socialistes. Hitler connaissait le sens des mots, il ne se serait pas appelé national-communiste. Il y en a eu d'ailleurs des nationaux bolcheviques et ils étaient opposés à lui. Et il était eugéniste. Pourquoi Allende, qui est une espèce de héros de François Mitterrand, de la gauche socialiste, etc., pourquoi Allende lui-même était pour un eugénisme? C'est Victor Farias qui a écrit un très beau livre sur Heidegger et le nazisme, qui a aussi écrit un livre sur Allende et l'eugénisme. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tentation chez les radicaux de gauche d'un eugénisme? Je trouve ça assez inquiétant.
le fameux homme nouveau de la Révolution française de 1793, des Jacobins, il est encore là. C'est l'homme déconstruit de Madame Rousseau, de Sandrine Rousseau. Il faudrait déconstruire. Mais déconstruire quel homme construit? Un homme construit avec le christianisme, d'accord, mais pourquoi faire? Et on aurait une espèce d'individu interchangeable dont on pourrait se défaire comme ça en disant mais c'est un vieux, c'est un handicapé, c'est quelqu'un qui, etc. Et j'ai trouvé ça dangereux de voir surgir cette tentation eugéniste, un peu comme le rideau qui s'ouvre et qui découvre la figure du diable. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On poursuit notre débat sur l'aide à mourir et sur cette loi qui a été passée en première lecture à l'Assemblée nationale. On va écouter maintenant Jeanne Amourouz, qui est infirmière en soins palliatifs. Donc elle est au contact des malades, de tous ceux qui arrivent dans ces unités pour y finir leur jour. Elle rappelle que cette loi, avec les critères, les conditions qui ont été votées, peut concerner jusqu'à 1 million de personnes dans notre pays. Écoutez-la. On va continuer de les accompagner, on ne va pas fuir, on va continuer de rester avec eux. Ça va être difficile, je trouve, de revenir, mais évidemment qu'on va continuer. On va continuer de prendre la parole aussi dans ce débat, comme on a essayé de le faire, pour continuer d'apporter la complexité, notre vision du terrain, et puis aussi pour redéfinir ce qu'il y a vraiment dans cette loi, parce qu'on nous a beaucoup parlé d'une loi d'exception pour des cas très particuliers de personnes qui étaient en fin de vie. Or, c'est une loi avec des critères hyper larges qui concernent près d'1 million de patients, qui seraient en phase avancée ou terminale. Mais en fait, nous, on va se retrouver à faire du tri des patients, de se dire, est-ce que lui, il est éligible? Est-ce que lui, il n'est pas éligible? Et c'est vraiment une loi d'être toute puissance médicale. C'est ça qui est aussi difficile de comprendre. Nous, les soins palliatifs, on lutte contre cette toute puissance médicale en essayant de remettre le patient au cœur de la décision. Là, au final, la décision, ce serait une décision purement médicale. C'est vrai que la décision va incomber au personnel médical. Parce qu'en réalité, on le voit bien, Michel Onfray, dans tous les pays où cette loi a été adoptée, où l'euthanasie a été légalisée, c'est 99% de demandes d'euthanasie et 1% de suicide assisté, c'est-à-dire le patient qui s'auto-injecte lui-même la substance létale. Donc en réalité, c'est une loi sur l'euthanasie. Oui, mais moi je suis pour l'euthanasie. Donc il faut dire clairement les choses. Là aussi, on a un discours militant. C'est très exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire le tri, la sélection, 1 million de morts potentielles. Bon, voilà, on entend bien le discours. J'aime pas ce genre de discours. Oui, mais c'est des gens qui sont au contact du terrain. Oui, ils sont au contact. Moi aussi, j'ai été au contact. Oui, mais c'est la grande différence entre... Oui, mais chacun d'entre nous l'a été, Michel. Non, pas tout le monde. Si, chacun d'entre nous a eu un proche en fin de vie qui l'a accompagné. Pas forcément, non. Et ce choix-là, voilà, c'est un choix intime. Non, évidemment que c'est un choix intime. Mais... l'alternative, c'est pas choix ou pas choix, c'est laisser le choix aux médecins tel que ça se passe actuellement en catimini ou encadré. C'est ça le problème. J'en parlais avec un ami médecin l'autre jour qui me disait oui, mais moi quand je me suis retrouvé quand je faisais mon internat et qu'on était à quelques-uns, on était à 2, mais c'était par regard que ça se faisait. Il y avait un regard, autre regard, et puis on faisait le nécessaire et l'affaire était réglée. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? C'est-à-dire permettre aux médecins de gérer tout ça, mais en dehors de la loi, hors la loi. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut encadrer parce que ça a lieu. Et parce que ça a lieu, il faut éviter que ce soit aux mains d'un certain nombre d'individus. Alors je veux bien, parce qu'il y a derrière les soins palliatifs aussi cette idée qu'on ne touche pas à ce que Dieu veut et que derrière, il y a un discours de rédemption. Non, jusqu'à la fin de la vie, il y a de la vie. Voilà. La complexité, dit la dame, c'est-à-dire qu'elle est complexe et les autres sont simplistes et simplés. Non, je n'insulte pas les gens, je pense que tout le monde a sa complexité et que c'est trop simple de dire, mais laissez faire, enfin le discours habituel, quoi. Laissez faire, nous qui savons vraiment les choses, nous sommes au contact. Oui, mais il y a 1000 façons d'être au contact. Et puis, je me répète, mais moi je permets le droit à la contradiction, la possibilité de dire une chose pendant toute sa vie et le contraire quand on est en train de mourir. Parce que ça reste une affaire personnelle. C'est pas l'affaire d'autrui. Tous ces gens, c'est exactement la même chose avec l'avortement, qui veulent gérer la vie d'autrui. Mais on ne vous demande pas de recourir à l'euthanasie si vous ne voulez pas. Et on ne vous demande pas de recourir aux soins palliatifs si vous ne voulez pas non plus. Et si vous vouliez les soins palliatifs et que vous demandez l'euthanasie et vice-versa, vous avez aussi le droit. Il y a une façon de dire que la vérité est là, que la simplicité est en face des gens qui sont un peu simples et simplistes. Et que moi, je n'aime pas ces discours militants qui empêchent de penser et qui empêchent de permettre à chacun de choisir. On peut les entendre à condition qu'il y ait de la contradiction, qu'on entende ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Je suis d'accord. Ça s'appelle le contradictoire. Mais également. Exactement. C'est-à-dire pas le pâté d'alouette en disant on a entendu 3% du temps consacré à défendre l'euthanasie sur une chaîne et puis le reste du temps l'inverse, puis sur une autre chaîne très exactement l'inverse. J'aimerais que l'intelligence fasse la loi, que le débat fasse la loi, qu'on fasse confiance aussi aux personnes et qu'on arrête de vouloir gérer la vie des autres. Une dernière question, Michel, parce qu'est-ce que ça pose comme question pour notre société ? Une société donc
où les médecins seront autorisés à pratiquer l'euthanasie. C'est un changement anthropologique pour vous ou pas? On a beaucoup utilisé ce mot. Est-ce qu'il est utilisé à bon escient? Oui, mais bien sûr que c'est un changement anthropologique. D'abord, je trouve toujours très étonnant que les gens brandissent le serment d'Hippocrate. C'est un texte qui a 25 siècles. Qu'est-ce qu'il pensait de la GPA, Hippocrate? Qu'est-ce qu'il pensait de l'avortement et de la contraception? Qu'est-ce qu'il pensait du mariage homosexuel? Faut arrêter. Ces gens qui nous disent aussi « Ah, la loi de 1905 », mais le droit, ça bouge. À l'époque d'Hippocrate, on mourait très vite, très tôt, de bonne heure, et on ne savait pas ce que c'était que des vies très longues avec des gens qui sont dans un état pas possible. On a créé, avec la pharmacie d'aujourd'hui, avec la chirurgie d'aujourd'hui, avec la médecine d'aujourd'hui, des gens qui vivent beaucoup plus longtemps, mais dans quel état? Donc on a créé un problème anthropologique aussi. On a fabriqué des morts vivants, on a fabriqué des gens qui sont dans un état incroyable et qui vivent 10 ans parfois, 20 ans, dans un état de légumes, comme on dit, pour aller vite un peu. Donc on a produit quelque chose qui n'existait pas précédemment. Donc on arrête d'aller voir du côté d'Hippocrate en disant, mais il y a 25 siècles, quelqu'un avec un texte de 10 lignes nous a dit la vérité sur toute médecine, y compris la recherche génétique, tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué que ça a évolué la médecine, et fort heureusement. Et après ça, vous avez un philosophe qui est aussi médecin, qui était Georges Canguilhem, et qui disait que la médecine, c'était un art au carrefour de plusieurs sciences. Un art au carrefour de plusieurs sciences. Et il y a pas mal de médecins qui ne sont pas vraiment des artistes. Donc c'est bien qu'il puisse y avoir un encadrement. Moi, quand j'ai fait un AVC, j'ai rencontré 5 toubibs qui m'ont expliqué que ce n'était pas un AVC. 5. Tous, il y en avait qui avaient des CV longs comme le bras, experts au tribunal de machin, experts au tribunal. Il y en a même un qui m'a dit que j'avais un problème du vitré, il m'aimait beaucoup, qu'il allait prendre un rendez-vous dans une clinique ophtalmologique. J'avais un AVC. Donc il y a un moment donné où il faut en rabattre aussi de la superbe d'un certain nombre de médecins qui nous disent je sais tout, je vais décider, etc. Donc on a la possibilité aujourd'hui d'avoir une loi qui permet qui permet la collégialité, la réflexion, l'analyse commune, en voyant les choses ensemble, avec la famille, avec le patient, avec ce qu'on appelle les testaments de vie, c'est-à-dire que les gens qui sont en faveur de l'euthanasie, comme c'est mon cas, défendent l'idée d'un testament de vie, où vous dites, si je ne suis plus en l'état de penser, je demande à telle personne en laquelle j'ai confiance de penser pour moi. Et donc, quelqu'un dira non, je sais qu'elle aurait aimé, qu'il aurait voulu, ou enfin ce genre de... Et ça se passera toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes, à votre avis? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mieux dans le meilleur des mondes, je suis plutôt il n'y aura pas de pression de certaines familles pour pousser les malades à mettre on ne fin à leur vie. changera pas l'homme. J'ai beaucoup aussi cité Pascal disant que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures, ça ne changera pas. Mais de toute façon, c'est pas parce qu'on va faire une loi qu'on va changer la nature des hommes. Je dis que si on peut encadrer et laisser le choix, bon sang, j'en appelle à la liberté, tous ces gens qui veulent la liberté d'expression, qui veulent la liberté d'existence et qui disent en même temps, ah mais non, les libertés de ceci, les libertés de cela, faut pas dire cela attaque les libertés, c'est parfois vrai, mais nous, quand on les attaque, ça s'appelle pas une attaque à la liberté. Je suis pour la liberté, je suis pour le consentement. Je fais mon métier de philosophe aussi, en disant, mais pensez, réfléchissez à votre vie, à votre mort, et puis demandez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et puis laissons possible un certain nombre de choses, mais la possibilité de choisir justement entre l'un et l'autre, l'un ou l'autre, plutôt que de dire ici il y a le bien et ici il y a le mal. On s'en sortira pas. Oui, mais est-ce que cette loi était nécessaire alors qu'il y a déjà la loi Claes-Leonetti qui de facto arrivait à ce que vous venez d'expliquer? Oui, on en a parlé souvent, Michel. On ne va pas refaire le débat parce qu'on en a souvent parlé sur ce plateau. Mais voilà, était-il nécessaire de rajouter une loi et qui, comme toutes les lois, bon, d'abord, elle n'est pas encore complètement adoptée. Elle va faire la navette avec le Sénat. Il y aura ensuite, j'imagine, les constitutionnalistes qui se pencheront dessus. Et puis, ça ouvre une brèche. Enfin, c'est indéniable que ça ouvre une brèche, Michel. Après, on pourra peut-être dire dans 10 ans, mais pourquoi pas l'ouvrir aux mineurs et puis peut-être pas l'ouvrir à telle ou telle maladie. On peut toujours faire des procès d'intention. Tout est possible. Non, mais on a ouvert la boîte de Pandore. Des procès d'intention. On a fait savoir qu'avec le mariage homosexuel, on permettrait probablement le mariage avec les animaux. Tout a été dit. Donc, on peut pas. Ça, c'est pas sérieux. Ah ben, c'est pas sérieux. Ça a été tenu par des gens qui nous disaient que que c'était contre nature. Et j'ai quand même entendu ce genre d'arguments, je vous assure que je ne les ai pas inventés, ces arguments. Donc on peut toujours dire, demain ce sera pire si ceci, si cela. Moi je rappelle souvent que Giscard d'Estaing avait fait savoir qu'on ne légifère pas, c'était dans ses mémoires, on ne légifère pas avec l'idéal, on légifère avec la réalité. On empêche que la réalité soit pire dans un cas plutôt que dans un autre. Avant la loi, après la loi, que ce soit mieux qu'avant la loi. On bricole dans l'incurable. Bon, allez, une petite pause, Michel. On se retrouve dans un instant dans votre émission. Et on parlera de la guerre. Est-ce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase de la guerre en Ukraine, bien sûr, face à la Russie? On va s'intéresser aux propos du chancelier allemand Merz. À tout de suite.
On se retrouve dans la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, on va évoquer l'engrenage de la guerre, à la lumière de ce qui se passe toujours évidemment en Ukraine, 3 ans de conflit, et des dernières déclarations du chancelier allemand, le nouveau chancelier allemand, il s'appelle Friedrich Merz, qui d'une part veut faire de la Bundeswehr l'armée allemande la première armée européenne, et qui sans doute s'en donnera les moyens, parce que les Allemands ont encore un tissu industriel que nous autres Français n'avons plus, et qui aussi autorise l'Ukraine désormais à utiliser les armes à longue portée qui lui ont été fournis pour aller taper directement le sol russe. Écoutons le chancelier allemand. Il n'y a plus de limite de portée pour les armes qui ont été livrées à l'Ukraine, ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par nous, ni par les Américains. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie. Elle ne pouvait pas le faire jusqu'à il y a quelque temps. Elle ne l'a également fait que dans de très rares exceptions. Elle le peut maintenant. Nous appelons cela en jargon le tir à longue portée, donc également équiper l'Ukraine avec des armes qui attaquent des cibles militaires dans l'arrière-pays. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à soutenir l'Ukraine militairement. Voilà pour ce chancelier Merz, qui semble bien d'ailleurs assez volontaire pour prendre la tête des Européens, étant donné que le président Macron va bientôt s'en aller. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations, Michel Onfray ? Oui, mais il faut mettre ça dans une perspective de géopolitique internationale depuis un siècle, depuis même un peu plus que ça. Enfin, je veux dire, les guerres qui nous ont opposés à l'Allemagne ont quand même été fratricides. Et on a vu ce qui s'était passé à la Libération en 1945, et le général de Gaulle et Adenauer ont dit, bon, il faut arrêter tout ça, quoi. Donc il faut trouver une union qui nous permettrait d'en finir avec cette opposition permanente entre nos deux peuples. Le général de Gaulle le peut, Konrad Adenauer le peut aussi, il n'a pas été impliqué dans le nazisme. Et donc ils construisent cet embryon d'Europe qui est un embryon franco-allemand. Et puis, ça grandit, ça grossit, etc. Mitterrand, qui lui a eu on connaît son histoire, le passé vichiste de Mitterrand, qui devient résistant quand il ne peut plus faire autrement, parce qu'on a compris que c'était terminé après Stalingrad. Et donc, après qu'il ait reçu la Francisque aussi. Oui, bien sûr. Et donc, tardivement. Et donc, il y a la fabrication aussi d'une autre Europe, qui est toujours une Europe franco-allemande. Mais Mitterrand avait les moyens à l'époque, avec Helmut Kohl, de fabriquer une Europe équilibrée avec les deux pays. Et puis après, eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'on n'a pas eu un chef d'État qui soit à la hauteur diplomatique, je dirais, je n'aime pas beaucoup Mitterrand, on le sait, mais à la hauteur diplomatique du général, qui lui, il avait la légitimité historique, et puis de Mitterrand qui semblait avoir une légitimité historique, puisqu'il nous expliquait que l'euro, l'Europe, le marché, Maastricht, etc., il fallait aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Le jour où François Hollande est élu président de la République, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'avion pour aller voir Angela Merkel. C'est la pire des choses à faire, c'est le pire des signes à donner. Et il se prend d'ailleurs la foudre dès que son avion décolle. Mais quand Maastricht a eu lieu, ça a été une façon de dire, bon, ben maintenant nous allons fabriquer une Europe impériale ou impérialiste. Elle est impérialiste. Okay. De la même manière que la Russie est impérialiste, que les États-Unis sont impérialistes, qu'à sa manière l'Iran est impérialiste également, l'Europe maastrichtienne est impérialiste. Sinon il n'y aurait pas le problème de l'Ukraine. Voilà. On laisserait les pays s'autodéterminer et on éviterait de dire on avance, puis l'autre dit mais vous avancez trop, c'est moi qui avance, puis un jour de dire le point de contact c'est moi qui vais le redéplacer et de déclarer la guerre à l'Ukraine comme l'a fait Poutine. J'explique, je n'excuse pas. Absolument. Entendons-nous bien. Je ne pense pas qu'on puisse Personne régler. ne justifie l'agression russe en Ukraine. Bon, il y a plein de gens qui défendent Poutine, vous savez, et l'agression russe. Hein. Moi pas, non, mais moi non plus. C'est-à-dire, je dis simplement qu'il y avait autre chose à faire et autrement, ce qui n'a pas été fait non plus par ceux qui peut-être, on le voit aujourd'hui, auraient intérêt à la guerre. Donc on voit l'effondrement de la France, on va avoir 10 ans de Macron, 10 ans de macronisme, c'est-à-dire c'est la pensée maastrichtienne portée à son incandescence, donc c'est l'aplatissement total de la France, et je ne parle pas du personnage qui n'est même plus crédible. Hollande, on le récupérait par la Manche, c'était un clown. Je ne qualifie pas Emmanuel Macron, mais il n'est plus crédible. La voix de la France n'est plus crédible. Donc là, ils se disent, eh bien, les Allemands, profitons de cette opportunité, soutenons l'Ukraine, attaquons la Russie par proxy, d'une certaine manière. C'est tout de même comme ça que ça fonctionne. Poutine a quand même dit, on peut dire beaucoup de choses agressives sur Poutine. Poutine n'est peut-être pas le pire des salauds dans les salauds. Il est un salaud. Hein. Mais il y a derrière lui des gens qui, eux, seraient partants pour utiliser la bombe atomique depuis longtemps, qui seraient partants pour dessouder un certain nombre de villes européennes, y compris des villes françaises. Donc je ne suis pas très sûr que ce soit forcément malin, de jouer comme ça à la guerre en disant « nous allons faire la plus grande armée européenne, de sorte que la France va être derrière ». Macron a déjà voulu donner son siège à l'ONU, il a déjà voulu donner la bombe atomique et les codes de la bombe atomique à la Russie. Ça n'a jamais été dit formellement
formellement comme ça, mais... Non, formellement, ça n'a pas été dit. Il faudrait qu'on aille dans ce sens-là. Mais il y avait déjà eu ça avec, je ne sais plus, c'était Mitterrand, avec des échanges de ministres, enfin des conseils des ministres avec les Allemands, les Français, etc. C'est extrêmement dangereux ce qu'il est en train de faire. D'abord parce que c'est toujours beaucoup plus d'argent. Bayrou nous dit qu'il va falloir vous serrer la ceinture. Macron va courir après ce nouveau chancelier en lui disant on va te donner de l'argent. Oui, on est d'accord. Moi aussi, j'ai envie d'être le chef de l'Europe et donc on va taper dans la caisse des Français. Serrez-vous la ceinture et quand vous aurez fait des économies, on les donnera à l'Ukraine pour pouvoir contrer la Russie dans une guerre qui nous permettra d'envoyer quoi? Nos gamins qui ont 15 ans là, qui auront 20 ans dans 5 ans, les envoyer sur un territoire pour défendre le Donbass par exemple. Est-ce que c'est vraiment ce que veut la France? La réponse est oui pour l'heure. C'est de toute façon ce que semble vouloir l'Allemagne. Ça le dit très clairement. Le son que nous venons d'entendre est assez terrible. C'était clair. On va écouter maintenant Vladimir Poutine, qui lui a bien compris que c'était des lignes rouges qui étaient franchies, qui continue lui à bombarder tous les jours l'Ukraine, à amasser des troupes de plus en plus nombreuses pour prendre le plus de territoire possible, qui a aussi menacé, parce qu'il y a un nouveau paquet de sanctions économiques qui a été décidé par l'Union européenne contre la Russie, qui a menacé d'étrangler les entreprises occidentales qui étaient encore restées en Russie. Écoutez, les mots sont glaçants. Nous devons les étrangler. Je suis complètement d'accord. Et je le dis sans hésitation, car ils essaient eux-mêmes de nous étrangler. Il faut leur rendre l'appareil. C'est tout. Nous n'avons expulsé personne. Nous n'avons embêté personne. Nous avons offert les conditions les plus favorables pour qu'ils travaillent sur notre marché et eux, ils essayent de nous étrangler. Nous devons répondre de la même manière, refléter leurs actions. Voilà, c'est clair, net et précis. Étrangler les entreprises. Oui, mais Poutine est un serpent constrictor. Il en a presque la tête d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas du tout l'écrou, le venin et on est mort tout de suite. Il étouffe. Et cette bêtise des Européens qui ont l'impression qu'ils sont les seuls au monde. Mais il n'en a rien à faire, Poutine, des sanctions économiques de l'Europe. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste la Russie, il lui reste l'Amérique du Nord et du Sud, il lui reste l'Afrique, il lui reste le reste du monde, dans la Chine, qui plus est, qui est son ami en plus de ça et qui est son allié, donc il n'en a rien à faire des sanctions économiques. Cette façon de dire, d'une part, une sanction économique, d'autre part, mais on va armer l'Ukraine qui va pouvoir bombarder sur votre propre terrain, Poutine ayant dit, si c'est comme ça, vous aurez vraiment une guerre généralisée. Et là, pour le coup, la Troisième Guerre mondiale, c'est pas seulement un fantasme, ça devient une réalité. Quand on regarde aujourd'hui comment se sont constituées la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on voit très exactement la même chose. Les vats en guerre, du moins, c'est-à-dire les bouts en train, mais les vats en guerre, avec les gens qui disent, mais oui, il faut y aller aussi, et la France, et que font les peuples dans ces affaires? Est-ce que la décision du chef de l'État, elle lui permet de dire, mais moi je suis monarque, je vous dois rien? Il est le chef des armées. Il est le chef des armées, mais en même temps... Oui, d'accord, mais on peut aussi... il est le chef des armées parce que s'il y a effectivement un missile qui arrive, c'est lui qui décide tout seul. On ne va pas rassembler l'Assemblée nationale pour savoir si elle est pour ou si elle est contre le fait qu'il faut répondre ou pas répondre. Mais sur des stratégies qui sont aussi longues, est-ce qu'on déclare une guerre? Est-ce qu'on y va? Est-ce que... on peut solliciter le peuple. C'est la même chose en Israël, d'ailleurs. On pourrait faire exactement la même chose. On ne sollicite plus les peuples. Et tous ces gens qui se prétendent démocrates nous disent « Ah, mais il y a plein d'endroits où on ne sollicite pas les peuples. » Mais nous, on a des chefs d'État qui décident de guerre en disant « Voilà, je me suis réveillé ce matin, on va faire la guerre, on va pas la faire. » Mitterrand, c'était ça. Et tous les autres qui ont suivi, ça a été ça aussi. J'ai décidé, j'ai pas décidé. Et le peuple dans cette aventure. Quand vous êtes dans l'urgence, oui, vous êtes le chef des armées. Et quand éventuellement le peuple vous a donné la possibilité de faire l'armée, c'est ça le général de Gaulle et le gaullisme. C'est la souveraineté nationale. Le peuple vous dit oui, allons-y, c'est vital pour nous de faire cette guerre en Ukraine. Alors il devient le chef des armées. Mais le chef du chef des armées, ça s'appelle le peuple. Alors justement, on parle du peuple, on est sur CNews et sur Europe 1 en face à Michel Onfray. On est 20 ans après le référendum de 2005, mon cher Michel. Cette vie politique française est toujours marquée par le non à la Constitution européenne, qui a été évidemment bafouée quelques années plus tard. Ça pose la question évidemment des souverainistes, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Qui sont-ils? Combien êtes-vous dans les rangs des souverainistes? On va écouter un tout petit extrait d'une émission dans laquelle Philippe de Villiers s'exprimait à l'époque. Puis on va rechercher pour la semaine prochaine une émission où vous débattiez tous les deux, justement en 2005. Mais d'abord, en étant d'accord. Et en étant d'accord, oui. D'abord, on écoute Philippe de Villiers à l'époque. Moi, mon nom est un nom d'abord de survie, parce que je ne veux pas que la France perde la maîtrise de ses lois. C'est l'article 6 du texte de Constitution. La maîtrise de ses frontières, de son territoire, c'est l'article 265. La maîtrise de sa politique étrangère, etc. C'est-à-dire la maîtrise de son destin. Donc un nom de survie pour la France
et un nom de projet d'avenir pour l'Europe. Voilà pour Philippe de Villiers à l'époque. Vous souscrivez, Michel Onfray? Oui, complètement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, dans le couloir d'une émission de Franz-Olivier Gisbert. Et, on va retrouver cette archive. Et je lui ai dit, mais non, on sera au moins deux à être d'accord sur ce sujet. Moi, je suis un souverainiste de gauche. Et lui, il était un souverainiste de droite. C'est pas le problème, la droite et la gauche, pour le coup. C'est la France. Donc, c'est ce qui fait qu'on dit que je suis devenu un type d'extrême droite, etc. Mais depuis 92, je dis ça. Depuis 92. Je le fais ça. Et un peu avant aussi. Mais enfin, je veux dire, je n'existais pas dans le monde médiatique, je dirais. Il dit très exactement la vérité, et il suffit juste de dire aujourd'hui, 20 ans plus tard, enfin plus de 20 ans plus tard, regardez qui avait raison. On voit là Besancenot, on voit deux présidents de la République, Hollande et Sarkozy, on voit Le Pen qui est décédé, on voit Marie-Georges Buffet et Bayrou qui est Premier ministre. C'est quand même assez sidérant sur la vie politique française, sur l'état de la vie politique française. Alors la question c'est 20 ans après, où en sont les souverainistes? Qui sont les souverainistes aujourd'hui et sont-ils très différents de ceux d'hier, Michel Onfray? Oui, parce que d'abord, ce sont des figures qui ne sont plus les mêmes. Il y avait Jean-Pierre Chevènement, qui est toujours vivant, enfin qui politiquement n'est plus présent, et qui avait les moyens intellectuels, qui avait la prestance, qui avait l'intelligence, qui avait la culture, de porter ce discours-là à gauche. Il était bien le seul à gauche. Et puis en face, vous aviez Philippe de Villiers, puis vous avez eu ensuite les Philippot, les Dupont-Aignan, et puis peut-être quelques autres que j'oublierai, peut-être Asselineau. Et ils sont chacun dans leur coin. Personne n'est capable de s'entendre. Quand j'ai démarré Front Populaire et qu'on a créé une rencontre, c'était pendant le Covid, entre Philippe de Villiers et Jean-Pierre Chevènement, c'est toute la gauche qui a trouvé ça inadmissible. Pas la droite. La droite trouvait normal de débattre avec un homme de gauche, qui plus est Jean-Pierre Chevènement. L'inverse, non. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité à défendre la France chez la gauche qui défend d'abord son camp. Et après, on peut s'entendre avec des gens de droite si on est de gauche, ou de gauche si on est de droite, si on a en tête le général de Gaulle, c'est-à-dire le gaullisme, c'est-à-dire la France, c'est-à-dire de dire mais est-ce que ça n'est pas secondaire, les petites choses qui nous opposent, peut-être sur l'avortement, peut-être sur la contraception, peut-être sur le mariage homosexuel, le sociétal, je dirais. Alors je comprends bien qu'on puisse s'opposer sur le sociétal, y compris sur la question de l'euthanasie ou de la fin de vie, mais la France c'est quand même plus important que tout ça, globalement. Donc on devrait pouvoir s'entendre, donc on devrait pouvoir enfin être critique. Parce que quand Philippe de Villiers défend ce qu'il défend, il défend des idées. On ne peut pas dire, mais l'Europe de Maastricht, ce sera ça. Et quand on dit ça, on dit, mais non, vous vous trompez, ce sera très exactement le contraire. Les partisans du oui disaient fin de la misère, de la pauvreté, du chômage, de la xénophobie, de l'antisémitisme, amitié entre les peuples, etc. Oui. Vous voulez le contraire, bien sûr, parce que vous voulez ça. Il y avait quand même aussi une épine dans le pied des souverainistes, c'était Le Pen, qui était fasciné par l'extrême droite, qui était lui-même d'extrême droite, qui était antisémite, qui n'avait pas forcément envie d'être du côté de ce monsieur qui avait préempté ce combat-là. Et encore aujourd'hui. Marine Le Pen, c'est pas très clair sur ce sujet-là. Mélenchon, il a totalement abandonné. Il a été pendant très longtemps défenseur de Maastricht, puis après, il est devenu un pourfendeur de Maastricht en 2005. Puis après, il s'est dit que c'était pas la bonne carte et qu'il fallait jouer la carte islamo-gauchiste. Donc maintenant, la France, il n'en a plus rien à faire. Il veut créoliser le monde et il veut être le chef mondial de la créolisation. Donc ces gens-là ont disparu, ils se sont égaillés un peu dans la nature. Vous avez Sarah Wagenknecht, par exemple, en Allemagne, qui, elle, défend une position de gauche et souverainiste. Et je pense que les souverainistes, quand j'avais appelé la revue Front Populaire, c'était justement pour faire un front du peuple contre les élites maastrichtiennes. C'est devenu, après, le jeu de mots, et puis avec le nouveau Front Populaire, c'est devenu un peu plus illisible, plus difficilement lisible. Mais je pense que quand on va chercher dans les élites, on en trouve peu. C'est normal. Mais quand vous allez chercher dans le peuple, les gens que je vois qui me disent des choses dans la rue, des choses gentilles sur l'émission, sur vous, sur CNews, ils sont souverainistes. Ils ont compris ce que c'était que le souverainisme. Pendant des années, on a dit que c'était une insulte. J'ai entendu le jour, il est souverainiste. C'est-à-dire, s'il avait pu trouver un mot plus grossier que ça, il aurait fait fortune. Mais le souverainiste, c'est juste de dire, mais ce serait bien que chez soi, on le soit souverainiste. On l'est, du moins. Personne ne dit, chez moi, c'est mon voisin qui fait la loi. Personne ne peut penser ça. Moi, j'habite dans un immeuble. Heureusement que mes voisins ne font pas la loi ou que le comité de la maison, de l'immeuble, fait la loi chez moi. Chacun fait la loi chez soi. Eh bien, c'est la même chose en France. En France, c'est pas Bruxelles qui devrait faire la loi. Et ce serait la même chose pour l'ensemble des pays. Un souverainiste, c'est ça. Il dit des choses toutes bêtes et toutes simples. Et ces souverainistes-là, ils sont toujours criminalisés.
signalisé aujourd'hui. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça qu'on ose aussi peu donner la parole au peuple sur les référendums et que personne n'ose utiliser cet outil qui est pourtant à la disposition grâce à la Constitution. Un petit mot, on parle du peuple. Le petit peuple, celui qui n'avait plus le droit d'entrer dans les centres-villes avec ses vieilles voitures au diesel ou trop polluantes. Eh bien, l'Assemblée nationale a approuvé mercredi soir la suppression des zones à faible émission qui limitaient cette circulation dans les centres-villes. C'est une mesure qui potentiellement touchait plus de 10 millions de personnes, qui doit encore passer les fourches codines du Conseil constitutionnel et plusieurs étapes. Mais c'est vrai que c'est une première victoire, notamment pour Alexandre Jardin, écrivain qui s'est beaucoup mobilisé. Écoutez ce qu'il en disait cette semaine dans Punchline. Moi, ce qui m'a ému, c'est le fait qu'on soit soutenu par autant de maires. C'est-à-dire que la rupture, elle n'est pas à droite-gauche ou je ne sais pas quoi. Elle est territoire, province. On a un problème de système entièrement déconnecté et qui aboutit à cette histoire de ZFE. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un dans la rue qui m'arrête et qui me dit « mais c'est une crise qui ne devrait même pas avoir lieu dans une société connectée où le bas communique avec le haut. Tout à coup, on est engagé dans un combat énorme pour quelque chose d'absurde. » Une absurdité, selon vous, Michel Onfray, ces ZFE? Moi, je pense que c'est une absurdité, mais c'est une absurdité maastrichtienne. On vous donne, vous avez la feuille de route à Bruxelles et on vous dit débrouillez-vous pour baisser votre taux de pollution, qui est de temps, etc. Mais c'est exactement la même chose que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que l'Europe, ce serait le centre du monde et que si l'Europe décidait de sanctions contre Poutine, Poutine allait être à genoux. Mais il n'y a pas que l'Europe dans le monde. Eh bien, il n'y a pas non plus que l'Europe dans le monde, parce qu'il y a des pays qui polluent bien plus que nous. Bien plus que nous. C'est-à-dire que nous sommes des vertueux, nous, sur la planète entière. Mais on peut toujours considérer que si on va ajouter effectivement sa petite goutte dans la mer, on aura mis sa petite goutte dans la mer. Mais ça, c'est une pensée homéopathique. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand Alexandre Jardin parle d'une France connectée, il faudrait aussi ajouter que le prix de la connexion, c'est extrêmement coûteux d'un point de vue écologique, parce que les ordinateurs, c'est polluant. Les téléphones portables, c'est polluant. En tout cas, c'est énergivore. Mais c'est aussi polluant. C'est-à-dire que c'est énergivore. Et puis les moteurs électriques, les moteurs des éoliennes, tout ça est énergivore. Et c'est aussi polluant. C'est-à-dire que quand vous avez besoin des métaux rares pour fabriquer tous ces bastringues, eh bien, vous allez détruire la planète. Alors vous allez la détruire, peut-être vous allez faire ça dans les pays africains, dans les pays d'Amérique du Sud, en Chine ou autre, mais personne ne va se priver de son téléphone portable, de sa trottinette électrique, de son ordinateur, qui pollue. Mais comme on préfère effectivement attaquer les pauvres, qui eux ne pourront pas dire on se rebelle, on leur dira si vous rentrez dans une ville c'est 135 €, et puis comme vous allez être obligé d'en sortir, ça va être aussi 135 €, ils vont juste dire on prend le risque, ou on sort pas, ou voilà, on s'en prend sur la tête, parce qu'ils se prennent des coups sur la tête. Mais c'est une logique qui est celle de l'écologisme, une espèce de religion imposée par Maastricht, par l'Europe maastrichtienne. Avec le but, c'est de lutter contre la pollution, donc les maladies du poumon, etc. Tout ça avait un but positif. Mais résultat, c'est pénaliser la France d'en bas, encore une fois, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Raffarin. À chaque fois que vous avez quelqu'un qui meurt d'un cancer du poumon, on vous dit que c'est parce qu'il est exposé à la pollution. Je dis, ma mère, elle a 90 ans, elle n'a jamais quitté son village natal, qui est Chambois, qui est aussi le mien. Enfin, c'est pas son village natal, mais son village. Et puis, elle a un problème d'insuffisance pulmonaire. Mais elle n'a jamais été exposée à des particules fines dans le village. Simplement, si on dit, regardez, elle a une affection pulmonaire de longue durée, donc c'est la cause de la pollution. Il y a des erreurs de causalité. Si effectivement un certain nombre de cancers sont attribués aujourd'hui à la pollution, évidemment, vous allez dire, ça tue des millions de personnes. Mais c'est une fausse science. On n'a pas de statistiques qui nous permettraient de le dire. On ne peut pas attribuer des cancers à des pollutions dans des endroits où la pollution ne pénètre pas. Village de Basse-Normandie. Et est-ce que vous retrouvez dans cette mobilisation qui a pris la forme des gueux, c'est comme ça qu'Alexandre Jardin a appelé ces gens qui n'avaient pas les moyens de s'offrir des voitures neuves, les ferments d'abord des gilets jaunes. Et puis qu'est-ce que ça veut dire le mot gueux? Quel sens ça recouvre au fond? Moi, j'aime pas beaucoup ce mot. J'aime pas beaucoup. Et j'aime pas beaucoup non plus le comique qui se moque du peuple, du petit peuple, les films comme Camping ou je sais pas quoi, enfin les visiteurs. Il y a toujours une façon de prendre à partie, ou des chiens jadis, mépriser le petit peuple ou les gens modestes qui ont une grande dignité et on la foule aux pieds assez facilement. Il n'y a pas beaucoup de comiques qui se moquent des intellectuels de Saint-Germain-des-Prés ou d'un certain nombre de... Bon, il y en avait quand même quelques-uns. Quelques-uns, mais on les cherche. Proches, quand même. Comment? Des proches. Oui, si on veut. Oui, je parle d'aujourd'hui plutôt. Ah oui, d'aujourd'hui. On a une autre époque, là. C'est vrai que... c'est très germano-pratin. Oui.
J'ai oublié d'ailleurs le sujet. La question, c'était les gueux. Oui, c'était sur la question des gueux. Vous n'aimez pas ce mot-là, d'accord? Non, j'aime pas ce mot-là. Parce que c'est un mot moyenâgeux, c'est ça? C'est un mot qui remonte. Oui, peu, bah, voilà. je pense que ça renvoie aux visiteurs. Et que, bon, pourquoi pas, si on veut, je ne vais pas m'attacher à ce mot. Je sais qu'Alexandre Jardin veut faire de la politique depuis très longtemps, qu'à une époque, il se servait de la lecture dans les collèges, qui faisait partie d'une association en disant « Nous allons déterminer un candidat aux élections présidentielles ». D'ailleurs, sur le plateau de Pascal Praud, il s'est trouvé bien embarrassé sur cette question-là, parce que quelques temps plus tard... Pascal lui a posé la question, vous voulez être candidat ou pas, alors? Oui. Et il a dit « Vous m'emmerdez », c'est une citation avec votre question. Mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait plein de gens qui pensaient que c'était bien cette association pour le droit. Et puis un jour, il dit « Bon, j'ai décidé, je me suis réuni avec moi-même et je serai candidat au présidentiel ». Ça n'a pas débouché. Et puis là, il semblerait qu'il soit aussi intéressé par les présidentielles. Moi, j'aimerais qu'on soit intéressé par les gueux. Et qu'on ne soit pas forcément intéressé par tel ou tel sujet, parce que ça nous permettrait d'entamer une campagne présidentielle ou d'avoir une visibilité de candidat au présidentiel. J'aime pas le mot, j'aime bien le peuple, j'aime bien le petit peuple, j'aime bien les gens simples, j'aime bien les gens modestes, j'aime bien les 100 grades et pas les 100 dents, j'aime bien les gilets jaunes si on veut, enfin tous ces mots-là conviennent. Il y a dans cette façon d'utiliser le mépris, mais en présentant ça comme une plaisanterie, c'est quelque chose qui me déplaît assez. Bon. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, Michel, c'est sabotage de lignes électriques qui ont eu lieu le week-end dernier, notamment dans la région PACA, qui ont impacté Cannes, 160 000 foyers touchés, incendie d'un poste électrique, chute d'un pylône, mais il y avait d'autres sites industriels comme le site Thales qui étaient visés. Alors ce sont des actions qui ont été revendiquées par un groupe dit anarchiste qui affirme vouloir continuer ce type d'action, les enquêtes sont en cours. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ça veut dire qu'il y a une ultra-gauche radicale qui veut passer maintenant à des actes de sabotage? Oui, c'est Pouget, le syndicaliste, qui a inventé ça. Le sabotage, c'est le sabot qu'on met dans la machine pour l'arrêter. Hein. C'était l'étymologie. Et donc là, ils ont l'impression qu'en faisant tout ça, ils vont arrêter le monde industriel, capitaliste, etc. Je trouve ça tellement simple comme idée, tellement simpliste. D'accord, on a empêché l'électricité d'arriver à Cannes. Est-ce que le festival a eu lieu ou n'a pas eu lieu? Il a bien eu lieu. Donc si effectivement il suffit de répondre avec un transformateur à ce désir nihiliste, anarchisme, j'y crois pas trop. Enfin, je suis en train de faire un éloge de Proudhon. Je travaille un éloge de Proudhon qui lui était un anarchiste et qui défendait une anarchie positive. L'anarchie, c'est une espèce de mot valise. J'ai des gens qui veulent tout détruire, qui veulent tout casser. Ils ont l'impression qu'en attaquant avec un coup de masse une banque, ils vont faire tomber le capital. Ils ont l'impression qu'en entrant, enfin peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en arrêtant les trains, par exemple, en mettant des morceaux de ferraille sur les caténaires et puis en bloquant un TGV, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste ennuyer 1000 personnes, et peut-être même plus que ça. C'est-à-dire que vous allez détruire la vie quotidienne d'un tas de gens sur une journée, et ça aura fait avancer quoi? La cause du peuple. Ça n'a aucun sens. Donc il y a une espèce de nihilisme qui se cache derrière une étiquette anarchiste, ou anarcho-ceci ou anarcho-cela, mais c'est une espèce de nihilisme qui consiste à dire je détruis, je casse, je mets par terre, et puis pas d'État, pas de police, pas d'armée, pas de caserne, pas de prison, et puis quoi après? L'humanité réconciliée avec les petits oiseaux, et puis la nature, et puis c'est infantile, et ça témoigne non pas tant d'un courant politique que d'une manifestation du nihilisme de notre époque. C'est assez pitoyable. Bon, eh bien écoutez, ça sera le mot de la fin, mon cher Michel Onfray. On a passé une heure passionnante. Sera donc le mot de la fin. Il y a d'autres sujets qu'on évoquera la semaine prochaine avec grand plaisir avec vous. D'ici là, portez-vous bien, mon cher Michel. Bon week-end, bonne fin de week-end à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Et à la semaine prochaine.